Ok, donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va revoir un petit peu le TP8 ensemble. Et ce TP8, il était sur la régression linéaire simple. Donc on va faire quelques rappels théoriques. Ensuite, on verra comment faire tout ceci sur SPSS. Mais il n'y aura pas uniquement la régression linéaire simple, vu que dans le TP8, il y a également des petits rappels concernant les TP qu'on a fait précédemment. Et donc, je vais sans doute mettre en barre d'infos ou en commentaire, je sais pas, les timings des différentes parties de la vidéo. Comme ça, s'il y a un truc en particulier qui vous intéresse, vous y allez directement. Et voilà. Alors, donc, régression linéaire simple, où on en est exactement dans le cours. Donc, je vous rappelle, là, on est toujours au chapitre 3. Donc, chapitre 1, c'était simplement les sources de données. Chapitre 2, c'était les statistiques univariées. Donc, quand on regarde uniquement une variable, les statistiques descriptives. Et ici, on est toujours donc dans l'analyse bivariée quand on regarde le lien entre deux variables. Et donc, on avait vu qu'en fonction du type de variable qu'on avait, on allait faire des analyses différentes. Donc, quand on a deux qualitatives, par exemple, on sait qu'on doit faire un qui carré. Quand on a une variable qualitative et une variable quantitative, on fait soit un test T, soit une ANOVA en fonction du nombre de modalités de la variable qualitative. Et enfin, quand on a deux qualitatives, on fait une régression linéaire simple. Donc, deux quantitatives, une régression linéaire simple. Qu'est-ce qu'une régression linéaire simple? C'est tout simplement en fait une droite qui va s'ajuster au nuage de points que vous avez fait. Donc la semaine dernière, au TP précédent, vous avez vu comment faire un nuage de points, donc un diagramme de dispersion entre vos deux variables quantitatives. Et bien donc, la régression linéaire simple, c'est une droite qui va s'ajuster au mieux, qui va synthétiser au mieux le sens statistique de la relation de dépendance qui s'établit entre y et x. Ok. Et cette droite, elle peut se résumer par une équation qui va ensuite vous permettre de prédire la valeur de y en fonction du x que vous choisissez, avec une marge d'erreur qu'il est aussi possible de mesurer. Ok. Donc, voilà un petit peu en gros, avec des mots, ce que ça veut dire, mais on va évidemment voir ça plus visuellement. Donc ici, par exemple, vous avez un graphique avec votre nuage de points. Le nuage de points, ce sont les points verts, donc les valeurs observées de y. Donc si par exemple, on dit que notre variable x, ce sont les années d'expérience au travail, et y, c'est le salaire. Donc vous voulez savoir si les années d'expérience au travail peuvent expliquer les différences de salaire qu'il y a entre les individus. Okay. Donc si vous aviez un individu avec 20 ans d'expérience et qui gagne 35 000 nets par an, eh ben, vous le situeriez ici. Et donc, tous les points verts, ce sont les valeurs observées de Y dans votre base de données, donc les valeurs réelles. Et la régression linéaire simple, elle va essayer donc de résumer la relation entre tous ces points et donc de minimiser la distance entre les résidus ici. Mais bon, on va pas trop rentrer dans la théorie. Mais donc, en gros, voilà ce que la droite de régression et cette équation, elle arrive à résumer ceci. Donc, vous avez y est égal à coefficient de a fois x plus b plus e. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, le b, c'est la constante. La constante, c'est là où démarre notre droite de régression. Donc, ici, notre constante, elle serait de 6, plus ou moins. Et donc, c'est la valeur de y quand x est égal à 0, tout simplement. Donc, b, en général, on ne l'interprète jamais. C'est uniquement pour savoir où démarre notre droite de régression. Ensuite, on a le petit a, donc le coefficient de x, qui permet de mesurer la pente, notre pente ici. Et donc, pour chaque unité de x supplémentaire, eh bien, on pourra savoir que y varie de petit a. Ok. Donc, imaginons qu'ici, notre petit a, il est de 32. Eh ben, ça voudrait dire que pour chaque année d'expérience supplémentaire, on estime qu'un individu va gagner 32 € supplémentaires. Ok. Mais donc ça, on verra plus en détail dans les exemples. Et enfin, il reste le E. Le E, c'est quoi? C'est le terme d'erreur. Et donc, le terme d'erreur, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer avec X. Ok. Donc,
Évidemment, le salaire d'un individu, il va pas uniquement dépendre, des années d'expérience d'un individu, mais de plein d'autres choses. Donc, par exemple, le nombre d'années d'éducation, hem, le caractère d'une personne. Si la personne est beaucoup plus dynamique et cetera, elle osera peut-être plus demander une promotion. Donc, il y a peut-être moyen que ça fasse, varier son salaire. Enfin bref, vous comprenez un petit peu l'exemple, ce que je veux dire. Donc, il y a pas que les années d'expérience qui expliquent pardon, la différence de salaire entre nos individus. Et donc, cette différence, c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est ce qu'on appelle les résidus, et c'est donc la distance entre la valeur observée et la valeur prédite, donc synthétique de notre Y. Et donc, voilà, ce sont tous les écarts ici. Et donc, si on regarde, on s'intéresse à cet individu pardon, en particulier, eh bien, on voit qu'il est au-dessus de la droite de régression. Donc, il y a tout ça qu'on n'arrive pas à expliquer dans son salaire. Et donc, c'est sans doute parce que, ben, voilà, c'est une personne qui a des années d'expérience, mais par rapport à ce qu'on a prédit, euh, la personne gagne un salaire beaucoup plus élevé. Et donc, ça veut dire que, ben voilà, il y a tout ça qu'on n'arrive pas à expliquer par rapport aux années d'expérience, qui est peut-être expliqué parce que, voilà, la personne euh, est beaucoup plus dynamique, et donc elle a pu monter les échelons de son travail beaucoup plus rapidement et donc avoir un salaire plus élevé. Par contre, ici, vous avez une personne qui gagne moins que ce qu'on avait prédit. En fait, il y a tout ça qu'on n'arrive pas à expliquer, mais ça, il faut faire des hypothèses. On ne sait pas, vu que comme c'est ce qu'on n'a pas mis dans notre modèle, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, mais voilà, on sait que cette partie-là, cette différence-là n'est pas expliquée. Et donc, le terme d'erreur ici, il peut se résumer aussi par une équation, y moins y chapeau. Donc y, c'est la valeur observée, votre point vert, et y chapeau, c'est tout simplement ce qu'on a prédit avec notre droite de régression, donc ce que les années d'expérience arrivent à expliquer pour les variations de salaire. Ok. Et donc la différence entre les deux, c'est évidemment le terme d'erreur, donc ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc voilà un petit peu au niveau théorique. Après, voilà, ici c'est le TP, donc on fait principalement des exercices. Je ne vais pas aller en long et en large dans la théorie, mais j'espère que ça peut-être un petit peu aider à vous remémorer ce que vous avez vu au cours théorique. On va passer donc maintenant à la manière dont on procède dans SPSS pour faire une régression linéaire. Alors, donc pour faire une régression linéaire simple, ça se fait pas en 2 secondes étant donné qu'il y a pas mal de choses à faire. Déjà, avant d'interpréter les résultats, il faut qu'on vérifie les conditions et ensuite qu'on évalue la qualité du modèle. Donc, on va voir tout ça ensemble, mais ça prend un certain temps. Première étape, vérifier les conditions et au total il y a 6 conditions. Donc ça prend un petit peu de temps et la première condition par contre ça c'est très simple et la base de la base c'est que nos deux variables doivent être des variables numériques, des variables quantitatives. Et donc ça, je vous en ai déjà parlé, si ça avait été une quanti et une quali, ben, on aurait plutôt fait un test T ou un test ANOVA. Donc voilà, première étape, deux variables quantitatives. Ensuite, la seconde étape, c'est de voir si notre échantillon est assez grand pour faire l'analyse. Et pour la régression linéaire simple, c'est assez simple étant donné que il nous faut minimum 15 observations et généralement on a assez vite nos 15 observations, donc pas de souci. Par contre, si vous faisiez une régression linéaire multiple, alors il aurait fallu faire cette petite équation un peu plus complexe, mais voilà, comme vous n'allez pas voir la régression multiple, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, on va vérifier s'il existe bien une relation linéaire entre les deux variables. Et donc, pour faire ceci, c'est ce que vous avez fait la semaine dernière au TP. Vous allez tout simplement faire un nuage de points ou un diagramme de dispersion, comme vous préférez l'appeler, pour avoir une évaluation visuelle du lien entre vos deux variables. Donc, vous mettez en axe des X votre variable explicative, en axe des Y votre variable dépendante, et vous regardez s'il y a bien une relation entre vos deux variables. Sinon, si ce n'est pas le cas, il y a toujours moyen d'essayer de
de rendre cette relation plus linéaire en transformant certaines variables, mais bon, à votre niveau aussi, on ne va pas vous demander de transformer des variables, etc. Mais comme ça, vous savez que si la relation n'est pas linéaire, il y a quand même parfois moyen de la rendre linéaire en faisant quelques opérations. Et enfin, les trois dernières conditions, elles concernent toutes les résidus. Donc les résidus, je vous rappelle, c'est le petit e, enfin le grand e, pardon, et les choses qu'on n'arrive pas à expliquer, donc l'erreur. Et donc ces résidus, ils doivent respecter un certain nombre de conditions. Il y en a trois au total. Donc la première, qui est la quatrième condition au total, c'est la normalité des résidus. Donc on va vérifier si les erreurs suivent une distribution normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les écarts doivent s'équilibrer autour de la droite. Donc concrètement, quand vous avez votre diagramme de dispersion, vous avez donc toutes vos valeurs observées et vous avez la droite de régression qui va se mettre ici et ensuite vous avez donc toutes les résidus, donc la distance entre la valeur observée et la droite de régression. Okay, donc ici vous avez plein de valeurs ainsi que leurs résidus. Et donc si la loi est normale, ça veut dire que les résidus ils vont se trouver aussi bien au-dessus de la droite de régression qu'en dessous, et il faut qu'il y ait ceci un petit peu tout le long de la droite de régression. Et donc ici ça va parce que vous avez plein de valeurs qui sont au-dessus de la droite de régression et il y en a plein qui sont aussi en dessous, et ceci tout le long de la droite de régression. Par contre, sur le second graphique, là il y a un souci étant donné que vous voyez toute la partie gauche du graphique, de la droite de régression, les résidus, déjà, ils sont très grands, hein, les valeurs observées sont très éloignées de la droite de régression, mais en plus, surtout, ils sont tous au-dessus de la droite de régression, il n'y a rien qui est en dessous, presque pendant quasi la moitié de la droite de régression, donc là, il y a un souci parce que il n'y en a pas au-dessus et en dessous de manière assez équitable sur tout le long de la droite de régression. Donc en gros c'est ça que ça veut dire, que vous pouvez déjà même le voir un petit peu dans votre graphique s'il y a normalité des résidus, mais évidemment on va faire des tests pour voir ça dans SPSS. Et il y a deux manières de le voir. On va demander l'histogramme des résidus ainsi que le tracé PP. Donc l'histogramme des résidus, vous savez ce qu'est un histogramme, vous savez également ce qu'est la loi normale, donc on va juste vérifier si les résidus suivent la loi normale. Et vous avez également le tracé PP qu'on appelle aussi QQ-plot en anglais, qui représente un petit peu la même chose finalement, mais d'une manière différente. Donc vous allez avoir une diagonale qui représente en fait la loi normale, mais de manière différente. Et on va mettre tous les résidus le long de cette... si tous les résidus suivent cette diagonale, alors il y a bien la loi normale est bien respectée. Par contre, si les résidus s'éloignent de cette diagonale, alors la loi normale n'est pas forcément respectée. Et donc ça donne un petit peu ceci, hein. Si vous avez un histogramme qui suit la loi normale, alors vous allez avoir votre diagonale bien droite. Par contre, si vos histogrammes ne suivent pas la loi normale, alors les résidus vont s'éloigner de la diagonale et vont former des courbes comme ceci, ou parfois en S. Donc voilà. Cinquième condition, c'est l'homocédasticité des résidus. Donc on va vérifier si la variance des résidus est constante à tous les niveaux de la variable explicative. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez votre nuage de points ici avec X et Y, en fait vous allez au tout début, quand X est petit, les résidus vont pas être énormes, c'est-à-dire que la variable observée va bien être expliquée par la droite de régression. Par contre, plus on avance dans X, plus les résidus vont commencer à être très grands. Et ça veut dire que finalement, X n'arrive pas bien à expliquer Y quand X est grand. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire si on prend notre exemple avec les années d'expérience en X et le salaire en Y?
Ça voudrait dire qu'au tout début, quand il n'y a pas beaucoup d'années d'expérience, eh bien, on arrive bien à prédire le salaire. C'est-à-dire que au début, les gens vont commencer, bon, si on prend par exemple des étudiants qui sortent de master en sciences politiques, j'en sais rien, je prends ça, eh ben, ils vont quasi avoir un peu tous le même salaire au début parce que ils vont tous commencer. Enfin voilà, généralement quand on commence, il y a un petit barème, il va pas y avoir des grosses différences de salaire. Mais par contre, plus le nombre d'années d'expérience augmente, moins ces années d'expérience vont arriver à expliquer le salaire parce qu'il va y avoir plein d'autres facteurs qui vont impacter le salaire. Et comme par exemple, voilà, ici il y a quelqu'un qui a un salaire beaucoup plus énorme que ce qu'on lui avait prédit pour son nombre d'années d'expérience. Et bien c'est peut-être quelqu'un qui voilà, a lancé son entreprise et qui a réussi à avoir plein d'argent, j'en sais rien moi. Par contre, ici vous avez quelqu'un enfin, qui est beaucoup qui est en dessous de ce qu'on lui avait prédit. C'est peut-être une personne qui a décidé de travailler à mi-temps parce que la personne a des enfants et que la personne voulait s'occuper des enfants. Donc voilà, en fait, il y a donc ici on n'a pas pris en compte l'aspect carriériste de la personne, si la personne a des enfants. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas s'impliquer autant dans leur travail qu'elles auraient voulu. Bref, il y a plein de facteurs qui vont expliquer les différences de salaire qu'on n'a pas pris en compte dans notre modèle. Et donc, finalement, quand les années d'expérience sont beaucoup plus élevées, eh bien, ça n'arrive plus à expliquer bien Y. Donc, c'est ça, finalement, qu'on veut dire par homocédasticité. Homocédasticité, c'est si tous les résidus sont à la même distance tout le long de la droite. Et ici, c'est pas du tout le cas parce que plus on avance dans X, plus les résidus sont éloignés de la droite de régression. Et donc là, on parle d'hétérocédasticité. Ok ? Donc voilà, en gros, ce qu'est la condition d'homocédasticité des résidus. Et comment est-ce qu'on va vérifier si elle est respectée dans SPSS? On va faire un nuage de points entre les résidus non standardisés en Y et les valeurs prédites en X. Donc ça va ressembler à ceci. Les résidus non standardisés ici et les valeurs prédites ici. Et si les points sont tous un petit peu éparpillés, eh bien, il y a bien homocédasticité, donc c'est bon. Par contre, si c'est tout fin au début ou vers la fin, mais en tout cas à un endroit, et puis très éparpillé à un autre endroit, alors a priori, il y a hétérocédasticité. Et comment est-ce qu'on peut essayer de régler ce souci? En fait, le souci principal, souvent, c'est qu'il manque, il y a des variables importantes qui expliquent la différence de Y qui n'ont pas été intégrées dans le modèle. Et donc, si on faisait des régressions linéaires multiples, où on intègre plusieurs variables explicatives en même temps dans le modèle, alors là, il y aurait peut-être, ce problème serait peut-être réglé parce que, imaginons, si on rajoute le nombre d'enfants que les personnes ont, mais également le type d'entreprise dans laquelle elles travaillent, etc., eh bien, il y a peut-être moyen qu'on arrive davantage à expliquer les variations de salaire de Y, et donc ça réglerait en partie le souci. Et enfin, la dernière condition, c'est l'indépendance des résidus. Donc on va vérifier si les résidus sont indépendants les uns des autres. Et donc, bon, ça c'est encore un peu plus compliqué à comprendre, mais parmi les choses qu'on n'a pas intégrées dans notre modèle, il ne faut pas qu'il y ait de corrélation. Donc c'est un peu subtil et abstrait à comprendre parce que finalement c'est des choses qu'on n'a pas intégrées dans notre modèle, donc qui n'existent pas dans notre modèle, mais qui ne doivent pas être corrélées entre elles. Donc à votre niveau, on ne vous demande pas non plus de comprendre ceci en profondeur, mais il faut savoir que cette condition existe et si ça vous intéresse, voilà, prenez un cours d'économétrie l'année prochaine pour comprendre ces détails plus en profondeur, mais voilà, je ne vais pas expliquer ça en long et en large, mais il faut savoir que pour vérifier cette condition, il existe un test qui s'appelle le test d'Urban-Watson et il faut que ce test soit le plus proche de 2 possible. Et donc s'il est entre 1,5 et 2,5, ça va, on considère que l'indépendance des résidus est respectée.
Par contre, s'il est en dehors, alors ça n'est pas respecté et les coefficients seront biaisés dans ce cas. Ok ? Donc voilà pour les conditions. On va passer donc à l'évaluation de la qualité du modèle. Alors, pour l'évaluation de la qualité du modèle, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est tout simplement de voir si le modèle est significatif ou non. Donc ça va être assez rapide. Vous allez aller demander le tableau et aller dans ANOVA, tout simplement dans la colonne p-valeur et voir si c'est inférieur à 0,05. Et si c'est le cas, et bien dans ce cas, voilà, notre modèle est significatif. Ensuite, il faut interpréter le pouvoir explicatif du modèle. Et pour ça, on va regarder le R carré qui est donc notre coefficient de détermination, qui est finalement en fait le pourcentage de la variance de Y qui est expliqué par le facteur X. Okay, donc si on reprend notre exemple avec l'expérience au travail et le salaire, si on avait un R carré ici de 0,68, eh bien on l'aurait interprété comme ceci. Donc 68% de la variance de Y est expliquée par la variable X. Donc en gros, 68% de la variance du salaire est expliquée par la variable des années d'expérience. Donc 68% de la différence des observations entre nos individus en termes de salaire est expliquée par les années d'expérience de ces individus. Donc voilà, c'est assez simple je pense. Et ensuite, la dernière étape, c'est ce qu'on veut faire depuis le début, donc interpréter les résultats. Et donc ici, on retrouve notre fameuse formule, enfin équation, pardon, qui représente la droite de régression, rappelez-vous-le. Donc on avait le B qui était la constante, le petit a qui était le coefficient ici, et le coefficient de x, et puis x, c'est vous qui choisissez ce que vous allez mettre pour pouvoir essayer d'estimer y. Et donc le petit e, qui est le terme d'erreur, je vous le rappelle, quand on l'interprète, eh bien on ne le prend pas en compte parce que c'est tout ce qu'on n'a pas intégré. Donc forcément, si c'est des choses qu'on n'a pas mis dans notre modèle, on ne peut pas interpréter un e. C'est juste qu'il faut savoir que donc il y a toute une partie des variations de y qui est expliquée par des choses qu'on n'a pas mis dans notre modèle. Mais donc quand on l'interprète, on ne le prend pas en compte. Ok ? Et donc déjà, première chose, quand vous allez dans SPSS demander la régression, vous allez obtenir ce tableau et donc il faut bien savoir que la constante c'est B et que ensuite ici ça va être votre variable X et que ça va être le coefficient qui interagit avec votre variable X. Ok ? Donc dans cet exemple là, c'était une base de données qui était au niveau des pays. Et donc pour chaque pays, on avait le pourcentage d'accès à l'électricité dans le pays, ainsi que le taux de mortalité maternelle. Et donc on voulait voir si le pourcentage d'accès à l'électricité avait un impact sur le taux de mortalité maternelle. Okay, et donc on a fait tourner tout ça et on a obtenu ce résultat-là. Et donc le petit a ici, il est de moins 0,042. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour une unité d'accès supplémentaire de x, eh bien y va varier de moins 0,042. Donc concrètement, pour 1% d'accès à l'électricité en plus dans le pays, je dis % parce que c'était exprimé en pourcent. Cette unité-là, c'est pas en pourcent que ça s'interprète d'habitude, c'est pour une unité supplémentaire. Mais là, en l'occurrence, les unités, c'était des pourcentages. Donc pour 1% d'accès à l'électricité supplémentaire, eh bien, on estime que le taux de mortalité maternelle va diminuer de 0,042. Et donc je dis diminuer parce que notre coefficient, il est négatif ici. S'il avait été positif, alors le taux de mortalité maternelle aurait augmenté. Okay, et donc une fois qu'on sait un petit peu ce que ça veut dire et comment on interprète le A, alors on peut enfin essayer d'estimer Y pour un X qu'on va choisir nous-mêmes. Donc le X, on peut le choisir nous-mêmes. Et donc on va tout simplement remplacer notre équation ici par les valeurs qu'on a dans notre tableau. Et le X, on va le choisir. Donc si on veut
estimer le taux de mortalité maternelle dans un pays où le pourcentage d'accès à l'électricité est de 56%, donc X est égal à 56, alors on va remplacer tout ceci par ce qu'il faut. Donc le petit a, c'est moins 0,042 fois X. Donc nous, on veut savoir pour un pays qui a un accès à l'électricité de 56%, plus la constante B. Et je vous ai dit, le E, on fait comme s'il n'existait pas quand il s'agit d'interpréter les résultats. Et donc, si on fait le calcul, alors on estime que le taux de mortalité maternelle dans un pays où il y a un accès à l'électricité de 56% sera de 1,95. Si on fait la même chose, avec un pays qui a un pourcentage d'accès à l'électricité de 100%, alors on remplace tout ça, sauf que pour le X, on met 100. Et alors, on estimera que dans un pays où l'accès à l'électricité est de 100%, eh bien, le taux de mortalité maternelle sera de 0,10. Donc voilà un petit peu en gros comment on fait. Et évidemment, on va faire un exercice maintenant, des exercices dans SPSS pour faire tout ça. Et donc ici, vous avez à la dernière slide les manipulations à faire dans SPSS exactement. Alors, donc, nous voilà dans les exercices du TP8 sur la régression linéaire. La première chose à dire, c'est que ce TP, contrairement aux autres TP, il se déroule en deux parties. Donc, il y a la partie 1, partie 2. Et pour chacune des parties, c'est une base de données différente. Donc, la première, on utilise la base de données KRU. Et la seconde, on va utiliser des données de la Banque mondiale. Donc, il y a deux bases de données à télécharger sur Moodle. Donc, partie 1, on utilise la base de données KRU et premier exercice, ils nous disent qu'on s'intéresse principalement à deux variables, l'âge de l'enfant en mois et la taille de l'enfant en centimètres, même si je pense qu'en fait c'est en millimètres, mais on va vérifier ça. Donc, vous allez dans SPSS et comme d'habitude, vous commencez par ouvrir la base de données qui vous intéresse, donc KRU. On appuie sur Paste et là, vous avez la syntaxe. On run tout ça et donc on a la base de données qui est quand même assez énorme. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de donc s'intéresser à la variable âge et taille et de créer une représentation graphique de l'association entre les deux variables. Donc, avant de faire ceci, on doit évidemment voir quel est le type de variable qu'on a ici. Donc l'âge, c'est bien une variable quantitative, une variable d'échelle. Et la taille, également. Donc on a deux variables quantitatives et vous savez que quand on a deux variables quantitatives, alors on va plutôt faire un graphique en nuage de points. Donc ce que je vous ai expliqué précédemment. Et donc, il y a deux manières de le faire. Soit on va ici, soit on peut aller ici et alors aller le retrouver là-bas. Et donc, on va aller d'abord dans Scatter Dot. On fait ça simplement et donc on se retrouve ici. Alors, ici, on va donc prendre nos deux variables. Je vais les trier alphabétiquement pour les trouver plus facilement. Et donc, on va mettre la taille en Y et l'âge qui se trouve tout en haut en X. Et voilà, on appuie sur Paste. On lance tout ça. Et on va avoir notre graphique. Alors là, étonnement total. Hop, notre graphique, il est très bizarre. On a des points hyper hauts là en haut. Et puis tous les autres points qui sont rassemblés ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en fait ici? Eh bien on a oublié de faire quelque chose avant de demander notre nuage de points, c'est de vérifier s'il n'y avait pas des valeurs manquantes qu'on aurait recodées de manière hyper haute pour justement signifier que ce sont des valeurs manquantes. Donc ça, n'oubliez pas, c'est un petit piège. Il faut toujours vérifier s'il n'y a pas des valeurs extrêmes qui pourraient indiquer qu'il y a des valeurs manquantes. Pour ça, on regarde aussi souvent le codebook. Bon, là, on ne l'a pas fait, mais on regarde le codebook pour voir s'il n'y a pas des valeurs qui sont codées comme des valeurs manquantes, mais en termes de chiffres.
Donc avant de regarder notre graphique, on va évidemment indiquer, donc là vous voyez que c'est au niveau de la taille que ça pose problème, l'âge ça va parce que tout s'éparpille de manière normale, mais au niveau de la taille, on voit que à mon avis les gens au-dessus de 9000, les individus au-dessus de 9000, ce sont des valeurs manquantes. Et donc on va indiquer que tout ce qui est au-dessus de 9000, ce sont des valeurs manquantes. On va créer une nouvelle variable et donc quand on crée une nouvelle variable, on va dans Transform et ensuite on va aller, nous dans notre cas, dans Recode into different variables. Hop, je trie de manière alphabétique pour retrouver ma variable taille plus facilement. Donc j'ai ma taille ici, on va l'appeler taille 2 et taille en millimètres. On appuie sur Change surtout. Et voilà. Ensuite, on va dans Old and New Values et on va dire donc que tout ce qui est au-dessus, donc range ici, highest, tout ce qui est au-dessus de 9000, ça va être une valeur manquante, donc system missing. Et alors, tout le reste, donc toutes les autres valeurs qu'on avait, ça va rester comme avant, donc copy old values. On appuie sur Add. On continue et puis une fois que vous avez tout ça, vous appuyez sur Paste et vous lancez la syntaxe. Voilà. Bon, là ils nous remettent sur notre graphique mais c'est pas bon. Et on va voir à la fin de notre base de données si on a bien notre nouvelle variable avec des valeurs manquantes. Ça semble ok, donc on peut y aller. On refait donc notre diagramme de points, sauf que cette fois-ci, on ne met plus la variable taille dans laquelle on n'avait pas indiqué que les valeurs manquantes étaient là, mais on va prendre plutôt notre taille en millimètres, taille 2. Et on va reproduire le nuage de points, cette fois-ci, maintenant que nos valeurs manquantes sont bien indiquées. Et donc votre second graphique, là, maintenant que le problème de valeurs manquantes est réglé, eh bien, il semble plus ou moins normal et vous voyez qu'il semble y avoir une relation linéaire entre l'âge et la taille. Donc plus un enfant grandit en termes d'âge, et bien plus il va grandir en termes de taille également. Ok ? Donc notre relation, elle est linéaire. Donc si on reprend nos consignes, il nous disait le graphe créé au point précédent vous semble-t-il correct? Eh bien non, vu que il y avait un souci de valeur manquante. Sinon faites le nécessaire pour régler le problème. Donc on a créé une nouvelle variable et on a pu reproduire notre graphique sans le souci cette fois-ci. À l'exercice 2, il nous demande de faire une régression linéaire avec ces deux variables, donc l'âge et la taille. Et la première chose qu'il nous demande, c'est d'identifier le sens de la causalité à étudier le plus logique au vu de nos variables. Alors, effectivement, contrairement à d'autres tests statistiques, pour la régression linéaire simple, il faut définir le sens entre nos deux variables, donc la causalité entre nos deux variables. Et donc effectivement, il faut décider quelle variable va expliquer l'autre, donc quelle va être la variable indépendante, qui est la variable explicative, et quelle va être la variable dépendante, donc celle qui va être expliquée par l'autre variable. Et donc dans notre cas, sachant qu'on a l'âge et la taille des enfants, c'est quelle variable qui va plutôt expliquer l'autre? Eh bien c'est plutôt l'âge qui va expliquer la taille des enfants plutôt que l'inverse. Donc, dans notre cas, X va être l'âge et Y va être la taille. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire quand on fait une régression linéaire, c'est définir la causalité entre les variables. Ensuite, on va vérifier les conditions avant de faire d'interpréter les résultats de la régression linéaire simple. Et donc, on va les vérifier une à une. Alors, donc la première condition, c'était est-ce que nos deux variables sont bien des variables quantitatives? Eh bien, effectivement, ce sont toutes les deux des variables quantitatives. On en a déjà parlé, hein, donc la taille et l'âge sont des variables quantitatives. Ensuite, on va vérifier que notre échantillon est assez grand et qu'on a bien 15 observations minimum. Donc, on voit finalement ici qu'il n'y a pas de souci. On a bien plus que 15 observations dans notre base de données, donc c'est bon.
Ensuite, on veut vérifier la relation linéaire. Est-ce qu'il en existe une? Ça, on vient de le faire avec notre diagramme de dispersion ici. On voit qu'il y a effectivement une relation linéaire entre les deux. Et donc, on arrive à ces fameuses conditions concernant les résidus, concernant les erreurs. Et donc, la première des trois, c'est la normalité des résidus. On va vérifier si les erreurs suivent une distribution normale. Et donc, je vous avais dit que pour le vérifier, on faisait à la fois on regardait à la fois l'histogramme des résidus et le tracé PP qui représente ceci de manière plus visuelle. Et en fait, à partir de maintenant, tout ce qu'on va demander, on va tout demander en même temps parce que sinon, on doit aller à chaque fois retourner, à chaque fois tout sélectionner alors qu'on va sélectionner tout le reste des conditions ainsi que la régression linéaire, les coefficients de détermination, enfin bref, tout comme ça, c'est fait. Et pour faire ça, on va aller dans Analyse, régression, régression linéaire. Et donc ici, vous mettez vos deux variables. Et donc la variable dépendante, je vous rappelle, variable dépendante c'est y, donc celle qu'on va expliquer, et la variable indépendante c'est la variable x, donc celle qui va expliquer l'autre. Donc nous on a dit que c'était l'âge qui expliquait la taille de l'enfant, donc on met chacune des variables à la bonne place. Ensuite, on va aller dans Statistiques et on va cocher Estimates, on va demander donc les coefficients de la régression, donc le petit a, et on va également demander l'intervalle de confiance. Et dans Résidus, on va également demander Durbin-Watson. Donc rappelez-vous, le test de Durbin-Watson, c'est pour vérifier s'il y a bien indépendance des résidus. On continue, ensuite on va dans Plots. Plots, c'est tout ce qui concerne les graphiques, et donc évidemment on va demander nos deux graphiques ici, l'histogramme des résidus ainsi que le tracé PP. Ces deux graphiques-là, ils se trouvent ici, donc on coche histogramme et normal probability plot. Et un autre graphique dont on a besoin, c'est le graphique pour vérifier l'homocédasticité, donc le lien entre les résidus standardisés et la valeur prédite standardisée également. Et donc ça se trouve ici. Donc en fait, vous voyez y, x. Ben dans y, vous voyez qu'on va mettre les résidus, ainsi que dans x, alors que dans x, on va mettre les valeurs prédites. Donc on met z réside pour résidu dans y et z pred pour prédite, valeur prédite dans x. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez également dans Save et vous sauvez les résidus standardisés. Donc ça va mettre vos résidus standardisés dans une nouvelle variable. Et comme ça, si vous voulez à un moment plutôt regarder le test de Shapiro ou voilà, pour vérifier la normalité avec un test plus précis, eh bien, il y a moyen de le faire également. Et donc une fois que vous avez coché tout ça, vous appuyez sur Paste et vous lancez votre régression. Et là, donc, tous les tableaux et tous les graphiques vont sortir en même temps. Mais nous, donc, on va continuer à suivre l'ordre du PowerPoint pour pas se perdre et oublier quelque chose. Donc voilà. Donc normalité des résidus, ce sont bien ces deux graphiques-là, l'histogramme et le tracé PP. Et on va aller voir ça, essayer de trouver ça dans tout ce qui vient de sortir. Alors, vous avez ici donc l'histogramme des résidus ainsi que la loi normale, et à première vue, bon, c'est pas a priori catastrophique, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des valeurs extrêmes ici sur le côté. Donc, bon, on n'est pas hyper certain de cette loi normale. Et si on regarde le second graphique, donc le tracé PP avec la diagonale, donc si la diagonale, ça représente la loi normale exacte. Et donc, vous voyez ici que nos résidus, ils s'écartent un petit peu de cette loi normale. Donc, c'est pas, la loi normale n'est pas parfaite. Et donc, comme elle s'aligne pas sur la diagonale, on va aller vérifier quand même avec un test, donc le test de Shapiro, pour voir si on peut confirmer ou non que ça suit une loi normale ou pas. Pour ça, on va aller dans Analyze, Descriptive Statistics et Explore.
Au fond de, enfin tout au bout, comme vous venez d'enregistrer juste avant les résidus standardisés, et ben vous les choisissez ici, vous les mettez dans la liste dépendante et dans plots, vous allez aller cocher Normality Plots with Test pour aller demander les tests de normalité de ces résidus standardisés. Et donc une fois que c'est fait, vous appuyez sur Paste, vous lancez tout ça. Et vous allez avoir un certain nombre de tableaux de nouveau. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les tests de normalité. Donc, soit vous regardez Kolmogorov, soit Shapiro. Et il faut, pour que la loi normale soit, cette hypothèse soit acceptée, que la p-valeur soit supérieure à 0,05. Or, ici, elle est inférieure, donc on ne peut pas confirmer affirmer qu'on a que les résidus suivent une loi normale et donc l'hypothèse de normalité des résidus n'est pas confirmée. Ok. Et donc c'est un petit problème pour nous parce que qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que si c'était pas vérifié, eh ben, on ne pouvait pas forcément valider les intervalles de confiance et les tests d'hypothèse, donc il y a des biais dans notre analyse. Ok. Mais comme ici on est dans un exercice, on va continuer quand même. Mais dans le cas où vous feriez une vraie étude, etc., ben, il faudrait un petit peu réfléchir à tout ça. Donc, normalité des résidus, pas vraiment vérifiée. Ensuite, on doit vérifier l'homocédasticité des résidus. Donc, pour rappel, c'est quand la variance des résidus est constante à tous les niveaux de la variable explicative. Et pour ce faire, on va regarder, vous voyez ce graphique-là qu'on a demandé, qui fait le nuage de points entre les résidus standardisés et les valeurs prédites. Donc on retourne dans SPSS, on essaye de trouver ce graphique et on le voit ici. Alors, donc je vous rappelle, si les points sont plus ou moins bien éparpillés, alors il y a homocédasticité. Par contre, si c'est très fin d'un côté et assez large de l'autre, alors là il y a un souci d'hétérocédasticité. Et ici, ils sont plus ou moins bien éparpillés, donc on peut dire que la condition d'homocédasticité est bien présente. Et enfin, le petit dernier, c'était quoi? C'était l'indépendance des résidus. Et donc pour ça, on regardait Durbin-Watson, qui doit être le plus proche de 2 possible. Donc si ça se situe entre 1,5 et 2,5, c'est bon. Par contre, si c'est en dehors, c'est pas bon. Et on va aller voir notre Durbin-Watson. Il se trouve plutôt au-dessus dans Model Summary ici. Et on voit qu'il est de 1,39. Donc il n'est pas dans l'intervalle de 1,5 et 2,5. Donc l'indépendance des résidus n'est pas respectée non plus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos coefficients pourraient être biaisés. Donc notre coefficient A pourrait être biaisé. Et donc c'est un problème également. Ok. Mais donc, de nouveau, je ne vais pas me plonger dans ce qu'il faut faire si jamais ce n'est pas le cas. Il faut juste savoir que donc, nos coefficients seront probablement biaisés. Une fois qu'on a vérifié ces conditions, on peut s'attaquer à la qualité du modèle. Et donc la qualité du modèle, je vous le rappelle, c'est d'abord tester la significativité du modèle. Donc si c'est inférieur à 0,05 dans le tableau ANOVA, alors le modèle est significatif. Et ensuite, on peut regarder le pouvoir explicatif du modèle avec le R carré qui est le coefficient de détermination. Donc, si on retourne dans SPSS avec tous les tableaux qui sont sortis, on regarde d'abord ANOVA. Ici, c'est bien inférieur à 0,05, donc le modèle est significatif. Et suite à ça, on peut aller regarder le R carré qui se trouve ici dans le tableau au-dessus. Et il est de 0,64. Donc pour rappel, le R carré, c'est le pourcentage de la variation de Y qui est expliqué par X. Et donc, dans notre cas, ça veut dire que 64% de la variation de la taille est expliquée par l'âge. Autrement dit, 64% de la différence entre nos deux individus, en termes de taille, est expliquée par l'âge. Ok ? Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça,
faire ce qu'on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire interpréter les coefficients. Et donc ici, vous avez dans coefficient votre constante ainsi que le petit a pour votre variable x. Ok. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse de nouveau à cette formule, à cette équation qui est l'équation de la droite de régression, qui va nous permettre d'estimer des y en fonction de x. Donc, vous regardez la constante qui est b, ça je vous rappelle, on ne l'interprète pas, c'est uniquement là où commence votre droite de régression dans le graphique, donc la valeur de y quand x est égal à 0. Et par contre, le petit a, le coefficient, vous pouvez l'interpréter, ça veut dire que pour une unité de x supplémentaire, y va varier de petit a, donc ici 7,6. Donc sachant que l'âge il est exprimé en mois dans notre base de données et la taille en millimètres, ça veut dire que pour chaque mois supplémentaire, on estime que la taille d'un enfant va augmenter de 7,6 mm. Donc voilà comment on l'interprète. Et enfin, ça nous permet d'estimer y. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut estimer, donc il nous disait dans l'énoncé, estimer la taille d'un enfant de 8 mois, eh bien, on va prendre la formule. On va prendre la formule et on va remplacer la formule par ce qu'on a pu obtenir dans SPSS. Donc ici, on a la constante qui est B, le coefficient de A. Donc A, c'est 7,6. X, c'est nous qui choisissons. Donc nous, on veut estimer la taille d'un enfant qui va avoir 8 mois. Donc on va faire x8. Plus B, qui est la constante, donc ça ne changera jamais, c'est 612. Et donc si on fait ce calcul-là, donc je vous rappelle le E, quand on estime et qu'on interprète les résultats, on ne le prend pas en compte parce que c'est toute la partie qu'on n'a pas réussi à expliquer, tout ce qu'on n'a pas intégré dans notre modèle. Donc forcément, on ne pourrait pas mettre de valeur pour ce E, vu qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, si on prend une calculatrice et qu'on fait ce calcul, 7,6 fois 8 plus 612, eh bien, on estime qu'un enfant de 8 mois va mesurer 672,8 mm. Donc on pourrait également mettre ça plutôt en centimètres, étant donné qu'on parle plutôt de taille en centimètres quand il s'agit d'enfants. Voilà. Et évidemment, on peut faire ça avec d'autres valeurs. Donc si on veut estimer la taille d'un enfant de 2 mois, eh bien on fera la même chose, sauf que pour le x, on met 2 parce qu'on veut savoir quand x est égal à 2, donc quand le nombre de mois de l'enfant est égal à 2, quelle va être sa taille. Donc on refait le calcul. 7,6 fois 2 plus 612, eh bien on estime qu'un enfant de 2 mois va mesurer 627,2 mm. Donc finalement 62,7 cm. Donc voilà en gros finalement à quoi sert la régression linéaire. Elle permet d'estimer, une fois qu'on a sorti notre modèle, etc., elle permet d'estimer quelle va être la valeur de y pour un certain x choisi. Okay. Donc voilà un petit peu pour la première partie. Ensuite dans la seconde partie, on va faire des rappels d'autres TP, donc plutôt une ANOVA en fait, et un exercice un petit peu plus compliqué en termes de régression linéaire. Alors, la deuxième partie de l'exercice du TP8, ça concerne la base de données de la Banque mondiale pour les données de 2018. Donc c'est un exercice qui diffère un petit peu de ceux qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que vous allez voir, quand vous ouvrez la base de données, donc World Bank 2018,
Ce sont des données au niveau macro, donc au niveau des pays. Et donc ce ne sont plus des individus qu'on étudie, mais des pays. Ok. Et donc vous voyez que vous avez un certain nombre de variables, mais donc concernant les pays, donc le pourcentage d'accès de la population du pays qui a accès à l'électricité, euh, le taux de décès, le taux de naissance, le PIB par habitant, etc. etc. Ok. Et donc, premier exercice, c'est plutôt une appropriation de la base de données et des rappels d'anciens TP. On vous demande quel est, dans un premier temps, le pays qui a la mortalité des enfants de moins de 5 ans la plus élevée. Donc ceci, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans les TP précédents et qui est assez rapide. En fait, jusqu'à présent, ça n'avait pas de sens de le faire vu qu'on étudiait des individus. Mais quand on étudie des pays, ça peut être intéressant de se dire, tiens, quels sont les pays qui ont tel taux le plus élevé, etc. Et donc, concernant la mortalité des enfants de moins de 5 ans, c'est le dernier indicateur que vous avez ici, la dernière variable. Vous faites un clic droit et là, vous pouvez soit trier, les données de manière croissante, soit décroissante. Donc nous, comme on veut le pays qui a la mortalité des enfants de moins de 5 ans la plus élevée, on va faire de manière décroissante. Comme ça, on aura les valeurs les plus élevées au-dessus. Et donc, quand on clique là-dessus, vous voyez que ça trie, notre base de données, elle est triée selon cet indicateur-là. Et donc, vous voyez que le pays qui a la mortalité des enfants de moins de 5 ans la plus élevée, c'est le Niger. Ok. Et donc, vous auriez pu faire ça avec n'importe quoi. Si vous vouliez savoir le PIB par habitant le plus élevé, vous voyez que c'est au Luxembourg. Ok. Donc voilà, si vous voulez retrier de manière alphabétique, vous faites ceci avec les pays. Donc voilà, tout simple. Ensuite, pardon. Je me suis perdue, oui. Donc ensuite, le second exercice de l'exercice 3, c'est on nous demande de créer une nouvelle variable à 3 modalités à partir de la variable d'accès à l'électricité. Donc vous avez cette variable-ci. La première catégorie, c'est un accès faible. La seconde, un accès modéré. Et troisième catégorie, un accès garanti, étant donné que 100% de la population a accès à l'électricité. Donc, on va faire ceci. Et comment est-ce qu'on fait pour créer une nouvelle variable à partir d'une ancienne? On va tout simplement dans Transform. On va dans Recode into different variables. On prend notre variable d'accès à l'électricité. Alors, on va la renommer elec 4, 4 pour catégorie et on va mettre niveau d'accès à l'électricité. On appuie sur Change, ensuite on va dans Old and New Values et donc on reprend nos différents niveaux. Donc on dit que ceux qui ont un accès faible, notre première catégorie c'est les pays dans lesquels moins de 80% de la population a accès à l'électricité. Donc tout ce qui est en dessous de 80, ça va être notre première catégorie. Donc on fait 80 et value 1, on appuie sur Add. Ensuite, tous ceux qui sont entre 80 et 9,9, ça va être notre seconde catégorie. Donc range entre 80 et 99,9. Ça va être la seconde catégorie. Et enfin, pour ceux qui ont 100% d'accès à la population a 100%, toute la population a accès à l'électricité, ça va être la troisième catégorie. Et enfin, on va également, si jamais il y a des valeurs manquantes, indiquer que ça doit rester des valeurs manquantes. Okay. On appuie sur Continue, Paste, et on lance ceci pour voir pour créer notre nouvelle variable, et on vérifie si on a bien une nouvelle variable pour nos catégories d'électricité. Alors, ici, maintenant qu'on a notre nouvelle variable, il y a un petit souci, c'est que déjà, elle n'est pas forcément très bien nommée. Enfin, cette variable, c'est pas forcément un type nominal, mais ordinal, parce qu'il y a un ordre logique
à nos catégories. Et en plus, nos catégories, elles n'ont pas de nom, donc ça nous dérange un petit peu. Donc on va aller changer tout ça dans Data et puis Define Variable Properties. On choisit notre variable niveau d'accès à l'électricité et on va faire deux choses. Donc d'abord dire que c'est une variable ordinale. Et enfin, on va également nommer nos catégories, donc faible, modéré et garantie. Oups. Voilà. On appuie sur Paste et on lance ceci. Et donc, oui, cette fois-ci, on a bien nos éléments qui sont là. Si vous ne voyez pas ceci, c'est peut-être que vous n'avez pas changé. Donc, si vous allez au-dessus avec le petit logo 1 vers A, ça change, en fait, ça affiche les modalités que vous avez mises. Voilà. Ok, alors donc maintenant qu'on a notre nouvelle variable, on va voir la suite. Et la suite, c'est, il nous demande s'il y a un lien significatif entre les groupes qu'on vient de créer, donc les niveaux d'accès à l'électricité, et le PIB par habitant. Donc PIB par habitant, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le concept, c'est tout simplement donc, le produit intérieur brut par habitant. Donc finalement, pour simplifier, c'est le niveau de richesse d'un pays divisé par le nombre d'habitants qu'il y a dans ce pays. Okay, donc c'est un indicateur de richesse. Alors, donc on veut voir le lien entre nos catégories et cet indicateur-là. Alors, le niveau de richesse, il est exprimé, le PIB par habitant, il est exprimé en dollars. Et vous voyez ici que c'est une variable quantitative, vu que le revenu d'un pays peut vraiment varier. C'est vraiment une variable d'échelle. Et donc nos catégories, c'est bien une variable qualitative, étant donné qu'on a 3 catégories. Donc une variable qualitative et une variable quantitative. Si vous reprenez votre tableau ici, on a une quali et une quanti. Eh bien, on va faire soit un test T, soit un test F ANOVA en fonction du nombre de modalités dans notre variable qualitative. Donc ici, on a combien de modalités? 1, 2, 3. Donc ça va être un test ANOVA et non pas un test T. Donc on va faire ça et rappelez-vous, pour faire un test ANOVA, on va aussi dans Analyze, dès qu'on veut faire un test statistique. On va dans Compare Means parce qu'on compare des moyennes quand on fait un test ANOVA et on va dans One Way ANOVA. Alors ici, toujours au-dessus on met toujours la variable quantitative, donc ici c'est le PIB par habitant, GDP. Et en dessous, on met toujours la variable qualitative. Et donc ici, c'est notre niveau d'accès à l'électricité. Ensuite, on va dans Post-Hoc pour sélectionner tous les tests qu'on veut faire. Donc on va demander bonne ferronie, du net, et voilà, on a les 3 ici. Dans l'option, on va demander les variables descriptives pour avoir un petit peu les différentes moyennes selon les groupes. On va également demander l'homogénéité du test de variance, qui est le test de Leven finalement. Et on va soit demander Brown, soit Welch. Les deux fonctionnent. Nous, on a pris l'habitude de cocher Brown, mais si vous prenez Welch, c'est bon aussi. Et on va, si vous voulez avoir les graphiques des moyennes pour avoir une représentation un peu plus visuelle, vous pouvez également cocher MinSplot. Une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur Paste et on va lancer l'analyse. Et donc vous avez un certain nombre de tableaux. Alors si vous reprenez le graphique que je n'ai pas en fait, donc je ne vais pas vous le prendre, mais si vous allez dans le TP sur ANOVA, vous avez un graphique qui vous reprend un petit peu les étapes que vous devez faire, donc test de Leven, ensuite en fonction des résultats du test de Leven, etc. Vous faites la suite, mais donc n'oubliez pas d'imprimer ce tableau pour l'examen, étant donné que c'est à cours ouvert, ça peut vous faciliter la vie. Donc première chose qu'on fait, c'est regarder les statistiques descriptives et on voit donc nos différentes catégories. Faible accès à l'électricité, accès modéré à l'électricité et accès garanti à l'électricité. Vous voyez le nombre de pays. Donc au total, nous, on a 132 pays pour notre analyse et vous avez le nombre de pays dans chacune des catégories.
Et ensuite, vous avez la moyenne, donc le PIB par habitant moyen en fonction du groupe qu'on a. Donc, un groupe, les pays qui sont dans le groupe d'accès à l'électricité faible, ont un PIB par habitant d'en moyenne 2103 $. Pour par contre les pays qui sont dans le groupe garanti, donc pour le groupe où l'accès à l'électricité est garanti, le PIB par habitant moyen est de 30 800 $. Donc déjà, juste à première vue, on voit qu'il y a une différence dans les moyennes en termes de PIB par habitant en fonction du groupe dans lequel il se trouve. C'est assez flagrant. Mais évidemment, nous, ça ne nous suffit pas de voir ça visuellement. On va vérifier ça avec un test. Et donc, avant de voir si on va plutôt regarder ANOVA ou plutôt le test de Brown, il faut vérifier l'homogénéité des variances avec le test de Leven ici. Donc, on va regarder la significativité, la p-valeur. Et si c'est en dessous de 0,05, alors les variances sont différentes. Par contre, si c'est au-dessus, les variances sont plutôt égales. Et donc ici, c'est en dessous, donc on peut définir que nos variances sont différentes selon les groupes. Et c'est assez flagrant, hein, parce que si vous regardiez l'intervalle de confiance ici, dans chacun des groupes, vous voyez que dans le groupe où l'accès à l'électricité est faible, eh ben, ça varie entre un intervalle de confiance de 95%, entre 1260 et 2900. 44, donc la distance elle est plus ou moins de 1600, enfin bah, plus ou moins. Et par contre, si vous regardez dans le groupe où l'accès à l'électricité est garanti, ça varie entre 23 800 et 37 700 et quelques. Donc la variance est beaucoup plus élevée dans ce groupe-là que dans ce groupe-là. Donc c'est logique que nos variances ici ne soient pas égales. Okay, et donc quand les variances ne sont pas égales, on ne va pas regarder ANOVA, mais on va plutôt regarder le test alternatif qui est notre test de Brown. Donc on va directement voir ça. On ne regarde pas du tout ANOVA. Et donc on voit que la p-valeur ici est inférieure à 0,05, ce qui veut dire que il existe, qu'il y a une différence significative effectivement de PIB par habitant selon le groupe d'accès à l'électricité dans lequel on se trouve. Donc voilà, ça c'est un petit rappel de ANOVA. Et donc ça n'a plus rien à voir avec la régression évidemment. Mais voilà. Donc ça c'était l'exercice 3.2. Et enfin, le 3.3, on vous demande tout simplement de vous intéresser à la variable HCI. Qu'est-ce que cet indicateur? Allez chercher les informations sur internet, donc rien à voir avec SPSS non plus. Mais étant donné que dans l'exercice suivant, vous allez utiliser cet indicateur, évidemment, on ne fait pas d'analyse si on ne sait pas de quoi il s'agit, sinon ça n'a aucun sens. Okay, donc, tout simplement, vous revérifiez ce qu'est l'indice de capital humain. Alors, donc, l'indice de capital humain, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un indicateur qui est surtout utilisé par la Banque mondiale, du coup, et qui est un indicateur synthétique du niveau de capital humain qu'un enfant né aujourd'hui devrait pouvoir atteindre à l'âge de 18 ans, compte tenu des risques qu'il court d'être en mauvaise santé et de recevoir une éducation insuffisante dans le pays où il vit. Donc en gros, c'est un indicateur qui est basé sur plusieurs autres variables, surtout des variables concernant la santé et l'éducation. Et donc, il y a par exemple le taux de mortalité infantile, mais également le taux de scolarisation, etc. Et donc, un pays qui va avoir un indice de capital humain de 1, ça va être un pays où tout le monde est en super bonne santé, où il n'y a pas de mortalité infantile, où tout le monde va à l'école, il n'y a pas de décrochage scolaire, etc. Et au contraire, un pays qui va avoir 0, ça va être un pays catastrophique où tout le monde est malade, tout le monde meurt et où personne ne va à l'école. Et donc évidemment un pays, enfin ça n'existe pas des pays qui ont 0 comme ça n'existe pas non plus des pays qui ont 1, mais donc ils se situent entre 0 et 1 et donc ça va bien être une variable quantitative parce que même si c'est entre 0 et 1, il y a plein de valeurs différentes qui
sont possibles entre 0 et 1. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet indicateur? Enfin, cet indicateur, on nous demande de savoir si le PIB par habitant a un impact, enfin, il y a un lien entre le PIB par habitant et l'indice de capital humain. Donc, on va vérifier d'abord les 6 hypothèses de la régression linéaire simple pour pouvoir ensuite interpréter les résultats, etc. Donc, si on reprend un petit peu le PowerPoint, vite, que j'ai fermé. Donc si on reprend le PowerPoint et qu'on vérifie les étapes, donc est-ce que nos deux variables sont bien des variables quantitatives? Eh bien effectivement, le PIB par habitant, on a vu que c'était une variable quantitative, une variable d'échelle. Et l'indice de capital humain, ben, je viens de vous l'expliquer, c'est bien une variable quantitative parce qu'il y a plein de valeurs différentes qui peuvent être prises entre 0 et 1. Ensuite, la deuxième condition, c'est est-ce que le modèle est appliqué à au moins 15 observations? Et bien, si on regarde notre base de données, vous voyez qu'il y a bien plus que 15 observations, effectivement, donc on est bon. Ensuite, est-ce qu'il existe une relation linéaire entre nos deux variables? Pour ce faire, on va faire donc un diagramme de dispersion avec nos deux variables. Mais avant de faire notre diagramme de dispersion, il faut d'abord savoir si on va plutôt étudier, dans quel sens on va étudier nos variables, hein, pour savoir quelle variable va être x et quelle variable va être y. Et donc, quelle variable va expliquer l'autre variable. Et donc, dans notre cas, le PIB par habitant, donc je vous rappelle, c'est la richesse du pays divisée par le nombre d'habitants. Donc, est-ce que c'est plutôt la richesse qui va expliquer l'indice de capital humain ou est-ce que c'est l'indice de capital humain qui va expliquer la richesse? Alors dans le cas de ces deux variables, c'est un peu compliqué parce que finalement ça peut aller un peu dans les deux sens, dans le sens où la richesse va bien sûr peut-être expliquer l'indice de capital humain parce que plus un pays est riche, plus il va pouvoir investir dans l'éducation, dans le système de soins de santé, etc. S'il en a envie. Mais d'un autre côté, l'indice de capital humain peut également peut-être expliquer la richesse d'un pays, dans le sens où si on a une population en bonne santé et éduquée, bah, ça peut produire peut-être plus de richesse dans le pays. Donc, dans notre cas, les deux pourraient se faire, mais on va plutôt choisir d'expliquer, de demander au PIB par habitant d'expliquer l'indice de capital humain. Donc, ça va être, le X va être le PIB par habitant et le Y va être l'indice de capital humain. Mais sachez que vous auriez pu faire l'inverse aussi si vous le souhaitez. Alors donc, pour ce faire, on va dans Graph, dans Scatterdot pour avoir le nuage de points. Et donc, on vient de dire que en Y, donc la variable dépendante, on va choisir l'indice de capital humain, donc Human Capital Index. Et l'axe des X, ça va être le PIB par habitant, donc le GDP. On appuie sur Paste et on lance ceci pour avoir notre nuage de points. Et voilà donc notre nuage de points. Alors notre nuage de points, il n'est pas du tout linéaire, hein, vous le voyez directement. En fait, c'est non linéaire, donc ça fait plutôt cette forme-ci. Et c'est une forme qui est assez classique quand on prend en compte des variables de revenus ou liées en tout cas à l'argent, étant donné que souvent ça fonctionne de manière exponentielle. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait que s'il y avait une relation linéaire, qu'il y avait une relation non linéaire, il y avait parfois moyen de transformer les variables pour pouvoir transformer cette relation non linéaire en relation linéaire. Et donc, classiquement, quand on a un problème de cette ampleur avec le revenu ou la richesse, etc., on va transformer cette variable en logarithme pour régler ce problème un peu exponentiel de la richesse. Donc, on va transformer cette variable de revenu, de PIB par habitant,
en faisant le logarithme. Donc on va aller dans Transform et comme le logarithme c'est une commande mathématique, on va aller dans Compute Variable. Dans Fonction et les variables spéciales ici, vous pouvez aller chercher donc le ln qui se trouve ici, vous double-cliquez dessus. Et alors, vous allez avoir un petit point d'interrogation, c'est là où vous devez mettre la variable que vous transformez, donc ici GDP. Et donc, on va l'appeler GDP ln. On appuie sur Paste. Voilà. Et on vérifie si on a bien notre nouvelle variable, donc le PIB par habitant en logarithme. Et effectivement, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a ça, on va essayer de refaire la même chose avec notre diagramme de points, sauf qu'à la place de mettre le GDP normal, on va mettre celui en logarithme et on va relancer ceci. Et cette fois-ci, on voit qu'on n'a plus du tout la même chose que tout à l'heure. Hein. La relation entre nos deux variables, elle est linéaire maintenant. Et donc, franchement, le logarithme pour les variables de revenus, etc., ça peut être très pratique parce que maintenant qu'on a une variable, une relation linéaire, on peut faire une régression linéaire simple. Alors qu'avant, on n'aurait pas pu, ça aurait complètement, on aurait eu des résultats complètement biaisés. Donc maintenant qu'on a réussi à faire respecter la troisième condition, on va voir la suite. Et la suite, c'est donc tout ce qui concerne les résidus. Pour la normalité des résidus, je vous rappelle, on va regarder ces deux graphiques-là. Et donc, c'est souvent à partir d'ici qu'on va commencer à tout cocher dans SPSS pour la régression linéaire simple. Donc, je vous rappelle, on va dans Analyse, régression linéaire. Dans la variable dépendante, on met donc la variable qu'on veut expliquer à partir de l'autre. Donc, c'est l'indice de capital humain qu'on veut expliquer à partir du revenu. Et donc, on prend bien le revenu en logarithme, sinon ça va biaiser nos résultats. On va dans statistiques, comme tout à l'heure, on coche estimate, les intervalles de confiance et du Rubin-Watson. Dans plots, on coche histogramme normal, probability plot, on met les z résides en y et z pred en x. On continue et on sauve aussi les résidus standardisés ici. Et on continue, on appuie sur Paste, on lance tout ça. Et voilà, on a de nouveau une tonne de tableaux et de graphiques. On va continuer à suivre le programme du PowerPoint. Et donc, la normalité des résidus, on va voir ça. On a ici notre histogramme des résidus. Et à première vue, ça a l'air d'aller, même si ici, il y a un petit excès, mais ça va. Et si on regarde donc notre tracé PP avec la diagonale qui représente la loi normale, vous voyez que les résidus se positionnent plus ou moins sur la diagonale, donc ça va, mis à part ici où ça dépasse un petit peu, mais ça n'a pas l'air très problématique. On va quand même aller vérifier ça avec le test de Shapiro pour être sûr. Donc si vous vouliez faire ça, vous allez dans Analyze, Descriptive Statistique, ensuite Explore, et vous mettez donc les résidus standardisés qu'on vient d'enregistrer. Vous allez dans Plots, vous allez cliquer, sélectionner Normality Plots with Tests, et vous appuyez sur Paste. Voilà, et donc vous retrouvez les deux tests ici. Et donc contrairement à tout à l'heure, vous voyez que la p-valeur est supérieure à 0,05 et donc ça veut dire que les résidus suivent bien une loi normale et que donc la normalité des résidus est respectée. Donc on est bon pour cette condition-là. Ensuite, la cinquième condition, c'était l'homocédasticité des résidus. Pour ce faire, on va voir notre petit graphique. Vous voyez qu'ici, le nuage de dispersion, le nuage de points, est plutôt bien dispersé.
Et on avait vu que s'il était bien dispersé, il y avait bien homocydasticité. Et ici, on n'a pas du tout le cas de figure de l'hétérocédasticité, pardon. Donc, on est bon aussi, la condition est respectée. Et enfin, la dernière chose à vérifier, c'est l'indépendance des résidus. Est-ce que du Rubin-Watson est bien entre 1,5 et 2,5? On va aller voir. Ça se trouve plus ou moins en haut. On le voit ici, et ici, notre Durbin-Watson est de 1,79, donc parfait. L'indépendance des résidus est respectée également. Donc, toutes nos conditions sont respectées, mais ça uniquement parce qu'on a transformé notre variable de PIB par habitant en logarithme. Sinon, ça aurait pas du tout fonctionné, vu qu'on n'avait pas une relation linéaire. Si vous voulez, juste par curiosité, refaire la régression linéaire avec l'ancien modèle qui n'était pas linéaire, vous auriez vu que aucune des conditions allait être respectée, ni la normalité des résidus, ni l'homocédasticité, etc. Donc si vous voulez le faire par curiosité, vous pouvez le faire. Et voilà. Et donc maintenant qu'on a tout, que toutes les conditions sont respectées, on va voir la qualité du modèle. Pour voir la qualité du modèle, je vous rappelle, on va d'abord voir ANOVA, voir la p-valeur. Est-ce que c'est bien inférieur à 0,05? C'est le cas, donc le modèle est significatif. Ensuite, on va voir le R carré. Et le R carré, ici, il est de 0,77. Et donc, ça veut dire que 77% de la variation de l'indice de capital humain entre les pays est expliquée par le PIB par habitant. Donc voilà. Et enfin, quand on a fait tout ça, on peut aller voir les coefficients. Et donc vous voyez ici la constante, ici le petit a. Mais le problème, c'est que comme on a transformé le PIB par habitant en logarithme, eh bien on peut pas, ça devient compliqué à interpréter parce que, je sais pas vous, hein, mais moi je ne sais pas transformer les logarithmes directement. Je ne sais pas ce que représentent les logarithmes en termes de PIB par habitant. Et donc, ici, on voit effectivement, bon, la relation, elle est positive. Hein, donc, on peut dire que plus il y a un PIB par habitant élevé, plus l'indice de capital humain va être élevé également. Mais après, ça sert un petit peu à rien de faire la formule qu'on a faite tout à l'heure et de les remplacer, étant donné qu'on ne sait pas en termes de logarithme ce que ça représente exactement. Donc, voilà. Évidemment, cet exemple il est un peu plus complexe étant donné on parle de logarithme, etc. Donc, on ne vous demande vraiment pas de savoir quoi faire si jamais votre relation est non linéaire. C'était juste pour montrer que parfois, quand on transforme des variables, il y a moyen de rendre cette relation linéaire et donc de pouvoir confirmer les conditions par après. Mais voilà, c'était juste un petit exemple supplémentaire et vous ne devez pas vous embêter avec cet exemple-là. C'est surtout la première partie qui est importante pour votre examen. Voilà, passez une bonne journée et bonne chance pour vos examens. À bientôt!